Chers téléspectateurs, chers auditeurs de Gandhi Malien TV et d'African TV. African TV, c'est une filiale de Gandhi Malien, donc une version uniquement en langue française pour les publics panafricains. Recevez nos salutations une fois de plus. Bienvenue. Aujourd'hui, nous jugeons nécessaire d'aborder un thème qui porte sur les relations entre les Togo et puis les pays de l'AES. Puisqu'il y a beaucoup d'intox, beaucoup de fake news dans ce sens. C'est l'occasion pour nous, grâce à d'éminents experts que nous avons avec nous au plateau, certains nous venant même droit du Togo, d'autres du Mali ici, essayer, nous pensons qu'on ne pouvait pas mieux planter les décors pour essayer d'aborder, décrypter, analyser en profondeur ce qui se passe entre les pays de l'Est et les Togo. Et ils ont les soins de se présenter. Je vais commencer par ma droite. Lui n'est plus à me présenter de toutes les façons. Le grand Iboussi. Ouais, oui, Doro, comment ça va? Oui, ça va. Bien. En tout cas, je te salue, merci. Et je salue mes co-débatteurs ainsi que les internautes, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, de African TV. Et puis, j'espère qu'on passera un très bon moment ensemble. Merci beaucoup. De l'autre côté, nous avons M. Lakou. Un mot peut-être à votre endroit. Monsieur Lakou. Merci bien. Je vous remercie, monsieur le grand leader général Diawara, oui, que tout le monde entier déjà connaît, parce que votre lutte, vous avez commencé la lutte depuis fort longtemps. Je peux dire que nous, on s'est inspiré vraiment de votre lutte. Et je remercie aussi mes copanélistes qui sont déjà là. Je remercie des millions et des milliards de téléspectateurs de Gandhi Malien. Merci. Parce qu'aujourd'hui, Gandhi Malien s'étend partout dans le monde entier. Alors, ceci dit, effectivement, nous sommes les porteurs du message. Quel message? Le message vrai. Le message qui va éveiller la conscience de ceux qui n'ont pas compris, ou bien peut-être de ceux qui ont été trompés, ou bien on les a trompés. Donc, c'est notre devoir. C'est un devoir que Dieu nous a donné. Nous allons accomplir ce devoir jusqu'au bout de notre victoire. Merci beaucoup. Notre frère togolais est en même temps très engagé dans la liste panafricaine. C'est dans ce cadre qu'il est venu au Mali. Mementa. Merci pour l'invitation. Je salue de passage également mes grands frères qui sont sur le plateau. Et je suis très heureux d'être avec un frère togolais. Vous savez, l'AES... c'est un espace, mais c'est aussi une vision et une idéologie. Cette idéologie est partagée par, je peux dire, par 100% des panafricains. Donc c'est comme nous sommes entre nous haïtiens. Donc merci à tout le monde. Et de passage, merci au peuple togolais. Merci beaucoup. Merci. Droit de naissance oblige peut-être. Nous allons commencer par les grands frères Iboussi. Cette information, vous et moi, peut-être, on voit ça et on apprend à gauche et à droite. Autrefois, on nous avait dit 5 Togolais ont été extradés du Mali. Nous avons creusé, on n'a rien vu. Ensuite, on nous a parlé d'un Togolais. Ensuite, un autre Togolais. Grand frère Boussi, comment vous avez appris cette nouvelle? Oui, effectivement, hein, je l'ai apprise dans ce tas de fake news, en fait. Hein, je sais pas, j'ai appris qu'il y a des Togolais qui ont été extradés du Mali. Mais franchement... comme tu le sais, hein, on passe toute la nuit et toutes les journées à chercher des informations. J'ai aucune trace, quoi. RAS, rien à signaler, je sais pas. Et voilà, quoi. J'étais vraiment étonné. J'étais étonné parce que généralement, c'est des sujets, quand j'arrive à avoir des informations là-dessus, je fais tout de suite une émission là-dessus pour essayer de donner quelques précisions. J'étais étonné jusqu'à cet instant où on est en train de faire cette émission. Je n'ai rien entendu. RAS, rien par rapport à cela. Lakou, comment vous avez appris la nouvelle? Merci bien, mon général. Vous savez, avant de répondre à cette question, il va falloir que je me présente entièrement pour que tout le monde puisse comprendre. Parce que peut-être certains diront que les Maliens m'ont pris pour que je puisse témoigner à leur faveur. Que tu as été acheté. Et j'ai été acheté, en quelque sorte, voilà. Alors, moi, je réponds effectivement au nom de Lakou Jérémy, mais mon nom de lutte panafricaine, c'est Kim le panafricain. Alors, j'ai commencé cette lutte depuis le Burkina Faso en 2014. Nous étions ceux qui se sont battus pour que le dictateur ou bien celui qui n'a pas voulu libérer le Burkina Faso à la personne de Blaise Compaoré. Voilà, donc on s'est battu pour que Blaise Compaoré puisse quitter à 14 heures. Vous voyez un peu. Donc après cela, nous avons continué cette lutte. C'est vrai qu'on a volé la victoire du peuple pendant longtemps avec Roch. Après aussi, ça suit avec Damiba. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons eu la chance et la victoire de
d'avoir au pouvoir l'homme des rêves du peuple. Je parle bien de IB. Et après cela, j'ai suivi le général Diawara, voilà, sur les médias où il était vraiment déterminé. Et alors, en collaboration avec mes co-panélistes du Burkina Faso, on s'est dit, bon, voilà, il faut encore étendre mes expériences au Mali. Parce que le Mali a tenu tête à la France. Ça, c'est dans l'histoire. Une histoire que vraiment, ceux qui comprennent vraiment l'enjeu de la libération de l'Afrique, il faut saluer le peuple malien, il faut saluer la détermination vraiment du Mali, parce que les gens croient que l'AIS a été créé un coup. Non, 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 non. Il fallait comprendre comment les Maliens ont décidé de tenir tête à la France seuls. Oui. Il n'y avait pas le Burkina, il n'y avait pas le Niger, qui avait pensé que vraiment ce seul pays pouvait s'en sortir avant que les deux ou bien les autres voisins ne viennent s'ajouter. Donc, ceci dit, ceux qui ne connaissent pas l'histoire n'ont qu'à se calmer et aller vers l'information, ou bien la source de l'information. Donc, le Mali n'avait pas besoin de quelqu'un avant de pouvoir quand même réclamer sa souveraineté. Donc, moi, à l'heure où je vous parle, quand je suis venu, à cause de mon intégrité et à cause de ma vision panafricaine, on m'a nommé président des Togolais du Nord, d'accord, de la région centrale vers le Nord. Donc, je suis le président des Togolais du Nord et je milite aussi pour tous les Togolais, d'accord. D'ailleurs, je m'en vais vous dire que nous sommes en deuil parce que nous avons perdu le président de tous les Togolais de Kati. Donc, voilà, merci beaucoup. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas une information qui m'échappe. Voilà, je travaille en parfaite harmonie avec les Maliens, tout comme avec les Togolais. Je ne suis pas quelqu'un qu'on a pris dans une chambre ou bien quelqu'un qui ne connaît pas la présence quand même des maximum des Togolais ici. Donc, nous avons des informations. Même le haut-commissaire, lors de l'enterrement de notre feu président de Kati, le haut-commissaire était venu. Nous avons travaillé avec les Maliens étaient là. Nous avons enterré notre frère avec les frères maliens. Voilà, donc il n'y a rien qui m'est un peu sombre. Donc, je suis à la lumière de toute information. Merci. Donc, je serai prêt à vous répondre à toutes les questions. Merci bien. Nous y reviendrons parce que nos deux autres experts ont besoin de ces informations pour essayer d'approfondir en tout cas leur analyse. Memeta. Oui. Bon, vous savez, les fake news, ça va continuer. Mais dans cette histoire-là, je pense qu'il est très clair. Déjà, si c'était un grand influenceur togolais qui avait été arrêté, et un grand influenceur qui n'est pas connu du monde, qui n'est même pas connu des Togolais, donc je me pose la question d'où vient la qualification grand influenceur. Donc, si c'est faux. Deuxièmement, dire également qu'un Togolais a été extradé et que les Togolais ne sont pas au courant, les Maliens ne sont pas au courant, et même de l'autre côté de Togo, nous n'avons pas vu ni entendu quelqu'un sortir pour dire ou réclamer quoi que ce soit concernant ce sujet. Donc, je pense que ça nous interpelle. Mais ce n'est pas nouveau. Vous savez, il y a des machines de fabrication de fausses informations sur l'AIS, et ces machines-là, ceux qui sont derrière ils se cachent même pas. Vous vous rappelez de Anne-Sophie Havé, qui devant le Sénat ou l'Assemblée française, elle a clairement dit son rôle c'est quoi, c'est-à-dire c'était de contrer les informations qui sortent de l'AIS. Elle a dit qu'elle a recruté des gars sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, dans la presse écrite, ainsi de suite, pour contrer l'AIS. Vous savez, parce que ils ont toujours utilisé l'opinion, soit pour maintenir dans l'esclavage, soit pour pouvoir nous dominer et afin d'obtenir leur objectif. Avant, c'était quoi? Ils passaient par l'éducation. Ils ont concocté des programmes pour nous, des programmes qui ne nous permettent pas de connaître notre histoire. Ensuite, ils nous ont amené des médias qui parlent sur nous et pour nous, et soi-disant pour nous, également qui nous cachent la vérité, qui racontent tout et n'importe quoi sur nous, à savoir les RFI, les France 24, les Jeunes Afrique et autres. C'était des médias qui transforment notre réalité, qui transforment les faits et qui les adaptent aux intérêts des Occidentaux, aux intérêts de l'impérialisme. Et aujourd'hui, ces médias ne sont plus écoutés et nous nous battons aujourd'hui pour que les programmes dans les écoles et autres la changent. Maintenant, toujours pour pouvoir maintenir l'opinion dans
dans la désinformation et pour pouvoir manipuler l'opinion, ils inventent des sujets et surtout sur l'AES et ses partenaires ou l'AES et ses alliés. Vous voyez ici que le Togo, depuis le début de cette histoire de l'AES, n'a jamais voulu tirer sur nous. Hein? Tout a été fait pour que le Togo puisse suivre d'autres pays ou d'autres chefs d'État, mais le Togo, premièrement, ne nous a pas sanctionnés. Parlant également des embargos, le Togo n'a pas voulu faire, et ainsi de suite. Donc le Togo est devenu, en quelque sorte, un allié ou un partenaire de l'AES à abattre rapidement avant que l'idée de l'AES ne s'empare des Togolais ou même des dirigeants togolais. Vous avez entendu le ministre des Affaires étrangères togolais quand il parlait de l'AES ou quand il parlait de l'opinion togolaise. Donc il y a ces jeux-là qui sont derrière. Et récemment, j'ai l'impression que quelque part, l'impérialisme est inquiet. Vu tous ces fake news, vu toutes ces fausses informations qui circulent en ce moment, j'ai l'impression que l'impérialisme est au courant de quelque chose, ou bien nous sommes sur le point de réussir quelque chose. Donc il va falloir tout mettre en jeu, tout mettre plutôt en œuvre pour pouvoir freiner cette dynamique-là avant que ça ne bascule. Ok, merci beaucoup. Attendez d'abord, mon frère Lakou, nous avons besoin de votre version parce que nous, Maliens, le grand frère Iboussi, RS, il n'a rien trouvé, Mehmet n'a rien trouvé. Moi également, nous avons cherché, nous avons approché certaines sources, rien. Pour nous ici, il est clair, aucun Togolais n'a été extradé. Mais vous qui êtes Togolais, vous êtes même, je pense, président de l'association des Togolais de la ville de Kati. Effectivement. Alors, dites-nous ce que vous en savez. Merci bien, mon général. Je prends l'opinion nationale et l'opinion internationale. Nous, les panafricains, que ce soit de l'AIS ou bien du Mali, nous sommes bien organisés. Lorsque une information nous tombe directement, on essaye de se contacter. Et c'est de la même manière que j'ai reçu ces informations sur les réseaux sociaux. Et je ne me suis pas tué. Il fallait que je contacte directement mes frères togolais. Donc, bon, peut-être, c'est vrai, je suis président, mais l'information peut m'échapper. Et j'ai contacté directement mes frères togolais. Ils m'ont dit qu'en réalité, ils n'ont pas une information de la sorte, d'accord, qui les est arrivée, ou bien ils n'ont pas reçu une information de la sorte. N'en parlons même pas de la disparition d'un Togolais du Mali. Donc, du coup, on a pris du temps. Et ce qui est encore étonnant, le Togolais donc qu'on nous parle, Monsieur Jean, on m'a envoyé juste certains papiers, vous savez, les fake news souvent, pour tromper la vigilance de la population, ils essaient d'envoyer même les documents. Donc, j'ai reçu les documents et j'ai dit, bon, tiens, déjà c'est bien, ça nous permettra quand même de mieux enquêter et puis trouver vraiment la vraie version. Donc, du coup, j'ai appelé tous mes frères, que ce soit à Kati ou bien à Bamako. Or, l'information qui est venue, il paraît que selon la source de ces informations, la personne a été enlevée à Bamako. Ce n'est pas puisque le Mali est grand. Oui. Voilà, si c'était dans une autre ville du Mali, on allait dire que bon, d'accord. Voilà, Sikasso, Kaï ou bien voilà, Mopti, un truc comme ça. Ou bien Gao peut-être. Là, on allait dire que peut-être l'enlèvement a été fait, personne n'a su. Oui. Mais c'est à Bamako. Et même, ils ont donné même le lieu de son travail. Donc, du coup, je me suis dit que bon, comme nous sommes à Bamako, Kati, nous sommes les mêmes, et on tisse toujours des relations, on a toujours des informations de nos frères, donc nous allons faire nos investigations. Chers frères et sœurs, de ce jour jusqu'à présent, je peux dire que ça vaut même une semaine que nous sommes en train de faire nos recherches. Jusqu'à présent, on n'a pas eu écho, non seulement du nom que nous avons reçu de ce fake news, et en deuxième position, on n'a pas eu écho de la disparition d'un Togolais du Mali. Donc, notamment de Bamako. Bon, du Mali, précisément de Bamako. De Bamako. Voilà, donc du coup, comme je vous ai déjà dit, nous faisons des réunions, nous avons des groupes, d'accord, des groupes WhatsApp,
d'accord, qui nous permettent chaque fois de se donner des communications, même ne serait-ce que quelqu'un qui a les mots de tête, il faut le soutenir, il faut d'abord avoir ses nouvelles. Donc tout ça là, comme je vous ai déjà dit ici, il n'y a pas une information qui m'échappe à moins de 24 heures. Donc je n'ai pas eu écho de la disparition d'un Togolais au Mali. Ok. Juste une question avant d'aller vers Kouraï Bossi, parce que nous voulons vraiment comprendre davantage. Mais disons, ils ont dit que c'est un influenceur, un opposant au président fort. Normalement, un opposant. Nous, par exemple, quand on me traite d'opposant d'Emmanuel Macron, quelqu'un qui est totalement opposé au système d'Emmanuel Macron, de M. Alassane Draman Ouattara, vous allez sur Internet, vous avez beaucoup de mes anciennes vidéos. Iboussi, c'est pareil, il a des centaines de vidéos, mais maintenant pareil. Mais cet influenceur-là, il n'y a aucune trace, aucune vidéo, aucune publication? C'est bien, c'est une très belle question. Par exemple, là où vous êtes un influenceur au Mali. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous avez un problème avec peut-être un gouvernement de Macron ou bien des États-Unis sans que les Maliens ne sachent. Moi qui vous parle, je sors sur beaucoup de médias. J'ai fait mes émissions sur beaucoup de... Même ce matin, j'ai fait une émission sur Forum Média. J'ai fait mes sorties sur TikTok, toujours dans le sens de l'éveil de conscience et puis dans le sens du panafricanisme. Mais dites-moi, quand on parle de l'influenceur, un influenceur n'est pas caché. Non. C'est quelqu'un qui influence quand même. C'est quelqu'un qui influence non seulement une personne, il influence une communauté, n'en parlons même pas. Un influenceur d'un État ou bien des États. À tel point que cet influenceur disparaisse et qu'il faut maintenant chercher l'influenceur comme la torche. On cherche à l'extrader. Certains m'avaient dit que c'est un avion militaire qui est devenu les chercher. Ah bon, voilà, c'est ce que je dis. En réalité, le problème est simple. Vous savez, si vous me voyez ici, je suis venu pour dire à tous ceux qui ont décidé, tous ceux qui ont soif de la libération de l'Afrique, tous ceux qui ont soif, d'accord, tous ceux qui ont des enfants, et ils pensent que demain, ces enfants doivent vivre sur le territoire africain. Ils ont les mêmes droits et ils auront les mêmes droits et les mêmes devoirs que ceux qui n'ont jamais aimé l'évolution de l'Afrique. Je suis venu pour leur dire que ces genres de choses-là, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Parce que le Mali, comme je l'ai déjà dit, dès que j'ai pris la parole ici, j'ai dit, le Mali sait ce qu'il veut et le Mali sait là où il veut aller. Oui. Le Mali ne peut pas perdre le temps en prenant quelqu'un. Et puis ce qui est encore, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, lorsqu'ils m'ont dit ça, ils m'ont dit qu'ils ont gardé l'influenceur pendant une semaine au Mali. Donc il a été arrêté par les Maliens, ça. Et après remettre cet influenceur une semaine après aux militaires ou bien peut-être aux mercenaires togolais. On va se poser la question. Les Maliens ont quoi à faire avec un influenceur en le gardant pendant une semaine? Première question. Deuxième question. Il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire que celui qui développe un peu sa mentalité doit comprendre ceci. Lorsque cet influenceur, une semaine après, parce qu'il y a des audios même qui circulent, hein, que c'est l'influenceur même, l'influenceur arrêté là, qui a fait ces audios. Alors, mais fort et bon, hein? Mais je voulais même arriver là-bas. Ah, ok. Comment se fait-il que, après une semaine, les Maliens donnent cet influenceur aux Togolais? Bon, aux Togolais, moi, je vais dire mercenaires. Parce que je ne sais pas quel genre de Togolais qu'on a donné, ou bien quels sont ceux qui sont venus prendre cet influenceur. Okay. Donc, on donne cet influenceur aux mercenaires togolais. D'accord. Arrivé là, est-ce que tout prisonnier, encore ennemi de fort, peut avoir le téléphone étant dans sa cellule de prison? On ne parle pas du même fort alors. Mais ça m'étonne vraiment. Vous voyez, à un moment donné, il faut savoir... Et puis il fait du vocal et puis après il la laisse là-bas. Voilà, il fait le vocal, et il redonne le téléphone, bon, pour qu'on puisse savoir que, voilà, les Maliens m'ont pris, ils m'ont gardé une semaine, après ils m'ont remis maintenant aux forces de sécurité togolais. Mais attendez, réfléchissons un peu pour voir. C'est-à-dire, souvent, il est temps que nous réveillons et savoir faire ce qu'on appelle le discernement. Il faut faire le discernement entre le mensonge et la vérité. À qui profite le mensonge? À qui profite la vérité?
Ok, Merci. on va répondre à ça. Koura Iboussi, nous revenons vers vous. Nous autres, nous disons qu'est-ce qu'il ne faudrait pas faire un lien. C'est parce que si nous avons un des médias propagande du réseau France-Afrique, notamment Jeune Afrique, a publié un sondage il n'y a pas longtemps, que la majorité en tout cas des Africains adhèrent aux idéaux, voire à l'idéologie de l'AES. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un lien? Et parmi les pays qui approuvent beaucoup les actions de l'AES, c'est le Togo qui est le plus cité. C'est-à-dire le Togo avec un chiffre vraiment élevé. Le Togo est mis en avant. C'est-à-dire c'est le pays où les populations aspirent vraiment à rejoindre le combat de l'AES. Est-ce qu'il faudrait faire un lien? Un lien, je sais pour pas. la popularité de l'AES auprès des Togolais, et puis ces mensonges-là pour faire détester peut-être l'AES. Ouais, c'est vrai que quand même, si on disait aux Togolais que bon voilà, bien qu'ils aiment bien les idéaux de l'AES, il y a un pays de l'AES qui a pris un influenceur togolais pour l'envoyer au Togo comme ça. Ouais, peut-être que ça peut jouer un petit peu sur le moral des Togolais. Mais dans cette affaire-là, moi, quand même, ce qui m'a intrigué, c'est que l'information, d'abord, moi, je l'ai eue à travers l'émission de Thomas Dietrich. Il y a un journaliste français qui s'appelle Thomas Dietrich et il fait une émission qu'on appelle, je crois, Chronique d'Afrique ou un truc comme ça. Chronique France-Afrique, un truc comme ça. Okay. Donc lui, c'est un monsieur qui ressemble à quelqu'un qui est très engagé. Il est très engagé, il combat principalement le système France-africain. On l'a connu comme cela. C'est un monsieur qui se bat beaucoup contre cela, on le voit. Bon, et donc du coup, lorsque je l'ai entendu parler de ça, j'étais quand même étonné parce que je me suis dit, bon, Thomas Dietrich, c'est quelqu'un qui n'est pas, généralement, il n'est pas manipulé par les dirigeants français, par la DGSE française, comme les médias tels que France 24, TV5 et RFI. Lui, il est contre eux. Il est engagé et tout ce que la France elle est en train d'opérer chez nous ici, dans nos pays africains, dans le secret, tout ce que la France elle fait secrètement, lui, quand il le sait, il le dénonce. Je ne vais pas vous couper. Jean-Luc Mélenchon, souvent lui aussi, il vend debout contre ce qu'il faut en Afrique, mais ils restent tous pareils. Ce n'est pas un autre logiciel. Oui, non, mais lui, c'est quand même... Essayer d'endormir les Africains. Non, lui, ce n'est pas de l'endormissement parce que lui, il est très engagé. Il est très engagé et c'est quelqu'un que je suis depuis plusieurs années. Il est virulent. Il est très virulent. Et puis, d'ailleurs, nous-mêmes qui sommes en Afrique ici, qui sommes quasiment dans l'AES ici, eh bien, il n'est pas aussi avec nous. C'est important de le dire. Il n'est pas aussi avec nous parce que des fois aussi, il dénonce ce que nous faisons, ce que nous faisons ici, qu'il n'estime pas bien, il le dénonce. Donc, mais il vit où ça? Il est en France. Il est en France. Il voyageait beaucoup. Il est parti au Togo. Il a fait des émissions sur le Togo. Il est parti au Bénin. Il a tourné. Il a parlé des bases militaires françaises cachées au Bénin. Il a fait un grand tour en Guinée, Conakry aussi. Voilà, il va un peu partout. C'est maintenant qu'il fait moins de mouvements parce que il s'est arrangé à ne pas trop plaire aux pays africains. Et donc du coup, c'est pas quelqu'un qui soutient les pays de l'AES, vaille que vaille, non. Mais il dénonce la France-Afrique. Mais des fois, il y a les chefs d'État africains. Par exemple, tous les chefs d'État africains qui collaborent avec le système France-africain, tels que les Alassane Dramane Ouattara et tout ceci, il les dénonce de manière virulente. Mais, par exemple, quand il parle de Doumbouya, il tape dur sur Doumbouya. Il dit, oui, bon, la junte Doumbouya, le juntar qui est là-bas, l'homme de la France. C'est des choses comme ça qu'il dit. Bon, maintenant, donc, du coup, quand on entend ce discours-là, on a l'impression que c'est un monsieur qui est avec les pays de l'AES. Et très souvent aussi, dans ses émissions, quand il voit les choses, il tape sur l'AES aussi. Donc, du coup, finalement, les gens ne savent pas très bien dans quel camp il est. Mais à 80%, il combat le système France-africain. Voilà. Donc, Thomas Dietrich, c'est comme ça. Donc lui, ça m'a étonné que ce soit venu de lui. Puis, quand il parle d'un influenceur togolais arrêté. Il a cité ses sources? Non, il n'a pas cité. Je me rappelle pas avoir entendu cela. Il n'a pas cité cela. Donc, du coup, j'étais vraiment étonné. Je me suis dit, bon, un Togolais arrêté, un influenceur qui est ici, parce qu'un influenceur, il dépasse les frontières.
Même si c'était un influenceur togolais qui vivait aux États-Unis, qui est venu au Mali ici et qu'on l'a intercepté, on l'aurait su. On aurait vu des vidéos à lui, on l'aurait connu, on aurait su. Au moins ses anciennes vidéos. Voilà. Donc du coup, moi, j'étais vraiment perdu. Je me dis que bon, voilà, c'est pour moi RS quoi. Okay. Pour moi RS. Mais maintenant, pour venir au Togo, c'est-à-dire l'affinité qu'il y a entre le Togo et les pays de l'AES. Le Togo, c'est vrai, n'a pas voulu suivre les pays de la CEDEAO dans ses prises de position france-africaines. Mais n'a pas aussi suivi les pays de l'AES. C'est ça. C'est-à-dire, le Togo, il a beaucoup servi le Mali. C'est un pays qui est au début de notre révolution, si on peut le dire comme ça, des événements. Le Togo nous a beaucoup aidés. Peut-être que les gens ne se rappellent pas, mais le président, quand il était vice-président, le président Goïta, quand il était vice-président, il a effectué un voyage. Il a effectué un voyage au Togo. Et puis, le général d'armée, le ministre de la Défense, Sadio Camara, dans les années 2020-2021, comme ça aussi, il avait effectué un voyage au Burkina Faso à l'époque, lorsqu'il y avait Rochma Christian Cabreux qui était là-bas. C'était pour demander la route, parce que nos équipements militaires devaient venir. Les équipements militaires nous devaient venir, et ça devait venir par le Togo. Et du Togo, ça devait passer par le Burkina Faso. Et ils ont mis cela en place. On a comme compris que le président et le ministre de la Défense étaient partagés les rôles. Donc le président avait parlé avec le président togolais, lui il était d'accord. Donc l'armée togolaise a escorté le matériel jusqu'à la frontière burkinabé, à Saint-Cancé, Burkina-Togo. Et c'est Saint-Cancé, bien sûr. Donc voilà, c'est ça, Saint-Cancé, ils ont escorté. Et de Saint-Cancé maintenant, directement, l'armée burkinabé a pris la relève. Ils ont traversé tout le territoire burkinabé. Et l'armée burkinabé était très contente, fière du Mali. Ils ont dit, mais c'est pas possible, vous avez vu les équipements militaires que les Maliens sont en train d'acheter. Et voilà, et j'ai eu les échos puisque j'ai vraiment de la famille là-bas, et comme vous le savez aussi. Donc du coup, voilà, je savais ce qui se passait. Et donc du coup, c'est pour dire que le Togo, c'est un pays qui nous a quand même, si on peut le dire comme ça, ils ont beaucoup toléré l'AES, ils ont aidé le Mali, beaucoup aidé le Mali. Et du coup, c'est ça qui fait que la CEDEAO parle du rôle ambigu du Togo. Ils disent, bon, mais les Togolais, ils sont un peu trop gentils avec les pays de l'AES, ils ne ferment pas systématiquement leurs frontières, ils ne bloquent pas tout systématiquement. Et quand on a entendu le ministre des Affaires étrangères togolais parler, quand il parle du Mali, on sent que, disons de l'AES, on sent que, bon voilà, les Togolais, ils veulent de l'AES, ils veulent de l'AES. Mais quand même, bien que la chose se présente comme ça, en entendant les débats qui se passent au Togo, j'ai l'impression qu'il y a quand même une bonne partie de la population aussi qui n'aime pas la manière dont le pays est dirigé. Et ça aussi, il faut le dire, on entend beaucoup de gens de chez eux faire des débats et sortir avec ça. Ok, ça c'est une affaire interne au Togo. C'est absolument interne parce que moi, il y a beaucoup de Togolais qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, mais Ibou, vous êtes l'AES, vous êtes libre, vous avez un président qui fait ci, qui fait ça, vous êtes ceci, cela. Donc du coup, nous aussi, on veut se libérer de la famille Gnassingbé, on veut se libérer. Donc pourquoi nous, on ne les aide pas? Pourquoi le Mali, l'AES ne les aide pas? Et là, quand les Togolais m'ont contacté, ils m'ont dit, je dis, mais écoutez, nous, en fait, nous, on ne peut pas se permettre d'aller au Togo, s'ingérer dans les affaires togolaises. Sortez, prenez la rue et puis voilà, on ne peut pas faire ça, c'est pas possible. J'ai dit de la manière dont nous, on s'oppose à l'ingérence française chez nous ici en Afrique, on ne peut pas aussi aller dire que bon, on va aller au Togo, donner des leçons, faites ci, faites ça, faites... Non, nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on souhaite que les Togolais s'entendent, hein, et puis que les choses se passent bien entre eux. C'est notre souhait, parce que c'est un peuple frère, nous sommes tous les mêmes. Quand on arrive à la frontière togolaise-burkinabé, il y a des familles qui sont des deux côtés. Ils sont burkinabés, ils sont togolais. Donc nous sommes des frères, on ne peut pas nous séparer. Donc du coup, mais faire de l'ingérence, faire de l'incitation à la violence, etc. Je leur ai dit à ces Togolais-là, je leur ai dit, excusez-moi, mais moi je ne peux pas m'inscrire dans cela. Ok, mais maintenant, faut-il voir des mains cachées dans cette histoire? Parce que tout est faux du début à la fin. Finalement, nous avons besoin de votre analyse. Bon, en analysant la situation, vous allez voir que cette histoire-là, les cibles choisies, ce ne sont pas la présidence malienne ou la présidence togolaise, mais c'est l'opinion qui est ciblée ici. Effectivement. C'est l'opinion qui est ciblée ici, comme pour dire aux Togolais, vous soutenez l'AES, voilà ce que les dirigeants de l'AES font aux Togolais chez eux.
Je pense que c'est ça l'objectif qui est recherché afin de pouvoir remonter les Togolais contre l'AES. Parce qu'aujourd'hui, c'est clair et évident que la majorité du peuple togolais soutiennent l'AES, surtout le combat panafricain que nous menons ici. Donc maintenant, comment arriver à casser ça, comment arriver à remonter, à monter les Togolais contre les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ou comment même les décourager dans leur soutien envers l'AES. Je pense que des informations comme ça peuvent s'aimer le doute au sein de l'opinion togolaise, parce que comme Koro disait tantôt, depuis 2020 jusqu'en 2023, j'ai eu à collaborer des groupes d'opposition togolaise. Voilà. Maintenant, le problème, c'était quoi? Nous menions une lutte contre la politique française. Et dans cette lutte-là, nous sommes ensemble. Que vous soyez Togolais, Béninois, Camerounais, nous sommes ensemble. Est-ce que vous voyez? Deuxièmement, le dirigeant qui est là, tant que le dirigeant ne joue pas le jeu de l'Occident, ne joue pas le jeu de l'impérialisme contre nous, nous ne voyons pas l'intérêt de nous retourner contre ce dirigeant, combattre ce dirigeant. Surtout que ce dirigeant dirige un pays, un peuple. Si le peuple accepte, ou bien dans le pays dans lequel il est, si les gens acceptent, nous disons que ce n'est pas à nous d'aller nous battre pour des politiques internes des pays. S'ils ne veulent pas, ils peuvent l'enlever dès demain matin. Voilà. Pour nous, qu'un président soit bon ou mauvais, ça ne dépend pas de la longévité au pouvoir. Est-ce que vous voyez? Par exemple, ici au Mali, la majorité du monde panafricain a dit, bon, pour l'instant, nous ne voulons pas parler d'élection, nous voulons d'abord parler de la pacification, nous voulons d'abord parler de la libération du peuple africain, tout et tout. Donc, après, on verra après. Donc, pour nous, la lutte n'est pas, voici tel président a fait 10 ans, ou bien tel président a fait 20 ans, ou tel président même a fait 40 ans, mais tel président, quelle est sa vision par rapport à la libération du peuple africain, pas de l'AES, du peuple africain. S'il a 100 ans au pouvoir et que pendant ces 100 ans-là, il s'est battu contre l'impérialisme et que ces 100 ans-là, il s'est battu pour l'émancipation du peuple africain, nous allons le soutenir dans ça, pour que le peuple africain puisse se libérer. Maintenant, s'il y a des excès ou bien des écarts, ça et là, ça aussi, on peut en parler sans jusqu'à aller demander la décision de ce débat. Donc, à l'époque, on a discuté, on s'est entendu, on a continué, on a continué la lutte. Et j'aimerais également revenir sur le fameux Thomas là. Oui, Thomas, souvent je vois ces vidéos surtout sur TikTok. Maintenant, moi, mon problème c'est quoi? S'il n'est pas avec nous et qu'il n'est pas avec ceux qui nous persécutent, il est avec qui? Parce que dans cette histoire-là, s'il y a un Français, oui. Voilà, s'il y a un Français, qu'il soit journaliste ou de la société civile, s'il y a un Français qui s'intéresse au Mali, ou bien qui s'intéresse à notre combat, et qui veut nous aider dans notre combat, c'est-à-dire aider quelqu'un, c'est aider la personne à ce que la personne puisse travailler ses idées, imposer ses idées ou bien gagner son combat. Mais si vous n'êtes pas là pour nous aider à gagner notre combat, en quelque sorte, vous ne pouvez pas être neutre dans cette... Par exemple, un Français qui quitte la France, qui utilise ses moyens, les moyens dont on ne sait même pas, on ne connaît pas la provenance, qui utilise ses moyens pour venir ici, pas parler de la France, mais parler du Mali, parler de la Guinée, parler du Togo, parler du Bénin, sans chercher à aider le Mali, à aider le Burkina, ou bien à aider la Guinée, ou bien à aider. S'il ne nous aide pas, forcément, il va servir, que ce soit volontaire ou involontaire, il va servir de l'autre côté. Parce qu'en France aussi, il y a des courants d'opinion. Oui. Par exemple, en France, il y a beaucoup qui ont cherché à nous rapprocher, qui ont cherché à collaborer avec nous, pas pour nous aider, mais pour faire tomber le régime en place,
afin de pouvoir s'installer. Moi, le régime togolais. Voilà, non pas le régime togolais, c'est-à-dire pour prendre la place de Macron. Par exemple, à l'époque, il y a un grand parti. Il y a un grand parti qui commande là, j'ai reçu un mail, il voulait me donner des informations, Ok, d'accord. Pourquoi? Quel est l'objectif? Il dit non, nous avons un objectif commun. Emmanuel Macron est comme ci, Emmanuel Macron est comme ça. Il dit pour moi, mon combat n'est pas contre Emmanuel Macron seulement. Moi, mon combat est contre un système. Et vous faites partie de ce système-là. Oui. Et vous faites partie de ce système. Demain, si Emmanuel Macron n'est pas là, est-ce que si on met à la présidence de la France un Jean-Luc Mélenchon ou un Marine Le Pen, est-ce que la politique va changer vis-à-vis de nous? Est-ce qu'ils vont arrêter de nous exploiter? Donc moi, je ne me bats pas avec quelqu'un et demain, cette personne va être mon bourreau. Non. On ne s'est pas entendu. Voilà, dès lors, donc il y a beaucoup de courants d'opposition différentes là-bas aussi. Ils peuvent faire semblant ou faire montrer comme s'ils sont là à nous aider, alors qu'ils sont en train de faire leur combat politique contre le pouvoir en place. Mais je pense qu'ils sont très bien formés par la DGSE. Quand ils prennent un journaliste, ils vont le former de telle sorte que si ce journaliste-là doit se comporter comme un opposant à l'AS, il va bien se comporter comme ça. S'il doit se comporter comme un pro-AS, il va bien se comporter comme ça. Et c'est difficile de détecter ce jeu-là si tu n'es pas aussi expert que ça. Donc, sur ça, je me pose toujours la question, quelle est sa vraie motivation et qui sont derrière lui pour le financer. Parce que aussi, on ne peut pas quitter la France, voyager à travers l'Afrique de pays en pays, faire des recherches sans financement. Alors, quelle est également sa source de financement? Donc, dans cette histoire, je pense que c'est l'opinion publique béninoise qui est ciblée togolaise. Ici. Voilà, togolaise plutôt, qui est ciblée ici. Parce que, vous savez, il y a... lorsque un peuple s'empare d'une opinion ou bien d'une idéologie, c'est très très difficile de contrer ça. Et aujourd'hui, l'impérialisme, il a beaucoup de moyens, il a des militaires, il a l'argent, mais il ne peut pas changer ce qui est dans la tête des gens une fois que cela est bien calé. Donc aujourd'hui, la bataille est orientée vers l'opinion. Raison pour laquelle des fake news tous les jours, on crée des fausses informations et autres. Moi, j'aimerais juste que chacun de nous se pose cette question. Si l'AES n'est pas une bonne chose, si au sein de l'AES, nous souffrons autant, alors pourquoi nos détracteurs se donnent autant de peine à mentir sur nous? Pourquoi? Je pense que la souffrance est une bonne leçon. Hein? Si nous souffrons réellement et que cette voie-là est sans issue, je pense que ce n'est pas la peine de mentir sur nous. Mais pourquoi ils sont obligés de mentir sur nous chaque instant? Ok. Voilà. Merci beaucoup. Ayuba, nous pensons que ça ne vaut pas la peine de donner du crédit, surtout à la dernière partie de l'intervention du frère Drissa Memeta. La dernière partie de son intervention, où il laisse entendre qu'il y a des panafricains, ou en tout cas des gens qui se disent panafricains, qui ont été aussi fabriqués, pour certains, de toutes pièces, ou en tout cas qui ont été récupérés, qui travaillent pour certains intérêts. Parce que si vous voyez bien les informations, en tout cas cette intoxication, ça nous vient droit des pseudo-intellectuels, souvent en France, aux États-Unis, au Canada, dans les grandes capitales occidentales. Est-ce qu'il ne faudrait pas craindre une réelle manipulation de certains de nos frères même? Merci beaucoup. Vous savez, l'Occident a toujours ses panafricains. Oui. L'Occident, il faut comprendre ça. Et ça, c'est quelque chose que la population africaine doit comprendre. Une fois que l'Afrique veut se libérer, l'Occident anticipe avec ses panafricains. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'aujourd'hui, tous ceux que... Moi, je ne veux pas citer leur nom. Parce que si je cite leur nom ici, en réalité, l'information n'est pas venue uniquement sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui sont nos frères, nos compatriotes. D'accord? On les prenait pour nos compatriotes. Donc, eux aussi ont cru à ça. Et d'ailleurs, ce sont eux, il y a certains d'entre eux, matin, midi, soir, qui essaient de manipuler la population. C'est pourquoi dans mes sorties, j'ai dit quelque chose. À un moment donné, il faut savoir raison garder. Quand on est africain. Vous savez, peut-être que vous allez arriver là-bas, ou bien peut-être que nous allons arriver là-bas.
qu'est-ce qui amène le peuple africain à se révolter? Il faut qu'on se pose cette question. Pourquoi le peuple malien s'est révolté contre l'Occident ou bien contre leur ancien maître? Pourquoi ça a contaminé le Burkina? Pourquoi ça a contaminé directement le Niger? Parce qu'en dehors de nous prendre en esclavage, en dehors de ne pas nous permettre d'être des Africains, en dehors de ne pas nous permettre d'être ce que nous sommes, en dehors de ne pas, c'est-à-dire de nous empêcher de vivre, ils sont en train de nous tuer. Est-ce qu'un pauvre peut créer le terrorisme ou bien ce que nous avons comme aujourd'hui, on ne sait même pas quel nom donner? Est-ce qu'un pauvre peut créer ça? Non. Non. Donc c'est pourquoi moi j'appelle la population togolaise à rester vigilant. Parce que simplement, moi qui vous parle ici, les Togolais travaillent en parfaite harmonie au Mali. Moi qui vous parle, je suis enseignant. J'enseigne. Nous avons la communauté des enseignants. Il y a des maçons. Il y a des entrepreneurs. Et les Togolais évoluent très bien ici au Mali. Mais maintenant, ceux qui sont aux États-Unis, Canada, France. C'est ce que je voulais dire. Vous savez, pour connaître ton ami, il va falloir que tu l'analyses très bien. Est-ce que cet ami-là lutte pour son ventre ou bien il lutte pour vous deux? C'est ce que je disais. Il va falloir que nous essayons de faire l'examen de conscience. Aujourd'hui, vous avez bien su dire lors de vos allocations ici. Mais si le peuple togolais remarque que Faure Gnassingbé, comme venait de dire mon co-panéliste, ce n'est pas la durée au pouvoir qui compte. Ce n'est pas ça le problème quand on nous parle de la dictature, tout ça là, c'est des mots importés. Sinon, avant, un roi qui dirige bien son royaume, qui respecte bien le peuple, qui se bat pour le peuple, on n'a pas besoin de le changer. Est-ce qu'on change l'équipe qui gagne? Non. Mais à partir du moment où vous voulez, c'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que nous avons affronté la mort en face au Burkina pour que Blaise Compaoré puisse quitter le pouvoir. Qui pouvait penser que Blaise allait quitter le pouvoir? Ça, c'est un exemple que je donne moi-même. Je ne parle pas de quelqu'un qui m'a raconté ça. Nous avons affronté la mort en face. Ça veut dire quoi? Combien de personnes sont mortes? Même moi-même, je ne peux pas vous raconter ce que j'ai subi. Mais si aujourd'hui, les gens sont à l'extérieur et à un moment donné, on ne sait pas, ils travaillent pour qui ou bien... Parce que normalement, ces informations, s'il y a une bonne collaboration entre nous les panafricains, c'est de s'asseoir avant de mettre ça, c'est-à-dire que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien devant l'opinion internationale. C'est simple. Mais nous, ça nous parvient à la dernière minute. Et il faut maintenant qu'on fasse nos investigations. Ça veut dire que quelque part, il n'y a pas une cohésion. Si nous luttons pour la même cause, si nous luttons pour que le régime de Faure Gnassingbé quitte, mais on doit s'unir, non? C'est ce qui s'est passé au Mali. C'est ce qui s'est passé, comme venaient de dire mes co-panélistes. On ne se bat pas pour la cause personnelle. On se bat pour la cause de la patrie. Et pour se battre pour la cause de la patrie, il faut une organisation. C'est pas compliqué. Mais à partir du moment où il n'y a pas d'organisation, je pense que arrêtons de mentir à la population qui est fatiguée. La population qui est affamée au Togo, comme ailleurs. La population qui veut une vraie justice et un bon développement. Et d'ailleurs, quelle est la vision de l'AIS? Et là, je profite de l'occasion pour appeler ou bien pour dire à tous les Togolais qui nous écoutent actuellement, ils sont des millions ou bien des milliards de téléspectateurs qui nous écoutent, on n'a qu'à continuer et afin d'atteindre notre objectif, c'est quoi? C'est que il faut savoir que lorsque tu te bats pour quelque chose, ça veut dire que tu as une cause. Tu as été à l'école de Damimba quand même. Non, je n'ai pas dit ça. Non, c'est pourquoi, voilà, je n'ai pas dit que lorsque quelqu'un se bat pour quelque chose, c'est pour la chose. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Donc, actuellement, il va falloir que nous comprenions ceci. Le peuple togolais veut un changement, certes, mais ce n'est pas dans ses magouilles contre l'AIS. Parce que l'AIS, pour nous, c'est un laboratoire. Je vais te relancer. Certains de vos familles intellectuelles, j'ai dit des frères togolais, qui sont en France, aux États-Unis, au Canada,
leur problème, pour eux le péché, c'est que l'AS ne les aide pas à renverser Faure Gnassingbé, mais ça c'est le rôle de l'AS. Non, arrêtez, ça c'est ce que je dis, ça c'est monter le peuple inconscient contre leurs confrères de l'AIS. Mais tenez-vous bien, lorsque nous avons commencé la lutte au Burkina Faso, ça je donne chaque fois l'exemple que j'ai vécu. Mais si on n'avait pas appelé la Russie, est-ce que la Russie allait venir? Non. Non. Pareil au Mali. La Russie vient à partir du moment où le peuple adresse des correspondances. Et en accord, parce que la Russie se respecte et la Russie travaille dans les normes de la diplomatie. Mais comment l'AIS peut se lever directement, aller à lever fort? Là, ça devient maintenant une guerre. Ok. Et juste une autre question. J'ai vu que vos meneurs là ont adressé une correspondance cette fois-ci à l'ONU. Nous savons que l'ONU, ce sont les États-Unis pour essayer de voir. Est-ce qu'ils pensent réellement adresser une correspondance aussi aujourd'hui à la Fédération de Russie, qui est un pays qui se bat pour la libération, en tout cas qui accompagne l'Afrique? Est-ce que votre mouvement de contestation, vous êtes prêt aussi à collaborer avec les partenaires sincères de l'Afrique, notamment les Russes qui ont déjà fait leur preuve en nous vendant avions de combat, beaucoup de choses? Vous savez, le problème du Togo, c'est quoi? C'est que les Togolais sont divisés. Et jusqu'à présent, la réalité du Togo n'est pas la réalité de l'AIS. Il faut qu'on soit clair. Parce que nous avons déjà eu à faire des manifestations pour le départ du régime. D'accord? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La révolution togolaise, je peux dire, c'est la première révolution. Excusez-moi le terme, parce que le président Sylvanus Olympio a été le premier président à se révolter contre. D'accord? La monnaie, CFA, et il a dit qu'il ne va pas, ce n'est pas normal pour les Africains de payer la dette coloniale. Mais vous savez, il a été tué, assassiné dans l'ambassade des États-Unis. D'accord. C'est pas d'Allemagne? Non, des États-Unis. Ah, c'est États-Unis. Des États-Unis. Mais devant l'ambassade. Ils ont sorti de l'ambassade. Voilà, donc normalement, qui était censé le protéger? C'est grave. Vous voyez un peu? Donc, c'est pour vous dire que actuellement, moi, je dis que pour qu'on puisse mieux atteindre l'objectif, il va falloir qu'on s'organise. Vous savez, je me suis inspiré de l'expérience de l'AIS. Et aujourd'hui, je me dis que pour que les Togolais puissent atteindre l'objectif qu'ils sont en train de poursuivre, c'est d'abord de laisser leurs différends. Je suis du Sud, je suis du Nord, je suis de l'Est, ou bien je suis de l'Ouest, ou bien je suis du Centre. Si on n'arrive pas à abandonner cela, c'est compliqué. Parce que diviser pour mieux régner a réussi au Togo. Et jusqu'à présent, ce système règne. Et cela fait que, ça dit, quand ils n'arrivent pas à s'unir, ils mettent maintenant, ils rejettent le tort sur les autres. Oui, ils nous accusent. Pourtant, quand le Niger faisait sa révolution, ce n'est pas les Maliens qui étaient là. Mais c'est ce que je viens de dire. Moi je suis Togolais, je vous parle. C'est pour vous dire qu'en réalité, c'est-à-dire les Togolais ne sont pas unis pour le moment, pour une cause de la patrie. Si c'est qu'ils étaient unis, en réalité, je pense que c'est fake news là, tout ce que nous avons là. Est-ce que ça c'est important pour qu'on puisse déloger fort? Non, c'est pas important. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir raison garder. Mais pour terminer, pour cette fois-ci, il va falloir que nous comprenions ceci. L'AIS, ce n'est pas la tête d'un président. C'est ça. Ce n'est pas la tête de Assimi, ce n'est pas la tête de Ibrahim, ce n'est pas la tête de Tiani. L'AIS, c'est une vision qui dépasse ce que les gens pensent. Et l'AIS ne peut pas faire la violence. C'est comme la Russie. Aujourd'hui, la Russie est en train d'aller lentement, mais sûrement. C'est comme ça aussi le cas de l'AIS. Donc, tous ceux qui ont soif, je le répète encore, tous ceux qui ont soif de la vraie libération de l'Afrique, de la vraie indépendance de l'Afrique, n'ont qu'à s'inspirer des vraies informations et de l'expérience vraie afin de pouvoir mener le combat que nous sommes en train de mener. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Kouré Iboussi, est-ce avec ces fake news et autres là, pensez-vous qu'ils vont, si l'objectif, Mehmet l'a dit, leur cible c'est l'opinion togolaise, vont-ils parvenir et réussir à détourner l'opinion togolaise de l'AS? Non, pas du tout.
Ça c'est petit, comme on le dit, ça c'est petit à faire, quoi, comme on le dit. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai bien aimé ce que mon frère togolais vient de dire. Parce qu'en fait, ce qui se passe, les gens pensent que l'AUS, ce sont les présidents qui sont là actuellement. Non, ce n'est pas eux. Avant qu'ils ne soient, mais c'était les peuples, c'était les populations. C'était toi, c'était Drissa, c'était moi, c'était Ben le Cerveau. C'était les populations maliennes là, qui se sont toujours révoltées contre cette influence française. C'est très clair. C'est-à-dire l'impérialisme. On s'est toujours révolté contre cela. Et c'est nous qui avons créé les conditions pour que, en fait, ceci vienne aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est clair. C'est très clair. Nous avons été, comme un président le disait, le président Ibeka, nous fûmes avant que certains ne soient. C'est nous qui avons créé les conditions, c'est nous qui avons toujours fait des émissions, des vidéos, des écrits, des manifestations à chaque fois contre l'impérialisme parce qu'on n'est pas d'accord. Oui. Un peuple ne peut pas rester éternellement sous l'influence d'un autre. C'est pas possible. À un moment donné, on dit il y en a marre. Donc c'est ça, l'AUS c'est ça, on en a marre. Donc quels que soient les dirigeants qui sont là, les peuples veulent s'en sortir. Donc aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle il y a ce mouvement qui est au Togo, il y a ce mouvement au Bénin, il y a ce mouvement en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, dernièrement, il y a le truc, le machin, comment on appelle ça, comment on va dire, le sondage de Jeune Afrique qu'il a dit dernièrement, hein, bien que Jeune Afrique, là, il souffle le chaud et le froid. Mais voilà, en Côte d'Ivoire, la plupart des gens, ils sont là, ils voient que l'AUS, c'est bien. Plus de 60%. Mais oui, plus de 60%. Ouais, donc, il y a ce mouvement au Sénégal, on a vu au Sénégal, ils sont là, ils ne sont pas d'accord avec certaines choses. Donc, les dirigeants sénégalais sont obligés même de voir comment ils peuvent faire. Hein. C'est ça. En fait, c'est les peuples africains qui en ont marre simplement. Surtout ceux qui sont sous la domination, l'influence, la dite influence française, c'est eux qu'on en marre. Donc, ce n'est pas des petits trucs comme ça qui vont faire que... Voilà. Et puis, je préviens tout le monde, hein, si nous échouons, je ne le souhaite pas, si on échoue, nos enfants vont répéter ça. Ils vont le refaire. Si eux, ils échouent, leurs enfants vont le faire. Mais quoi qu'il arrive, les peuples africains vont se libérer de ces chaînes-là. C'est très clair. Drissa, oui. Est-ce qu'ils vont... Tu l'as si bien dit, leur cible, c'est l'opinion togolaise. Vont-ils réussir à atteindre? Maintenant, avant ça, j'aimerais continuer avec que ce soit faux panafricain ou panafricain fabriqué. Je pense que, vous savez, dans cette lutte-là, nous avons eu beaucoup de difficultés. Le problème, ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis longtemps. Vous savez, le panafricanisme ou même la lutte que nous menons actuellement, ça a drainé du monde. Et ça a atteint l'opinion africaine. Et ce qui a fait qu'il y a eu la formation d'un bloc. Et il y a beaucoup de personnes qui ont voulu utiliser cette voie, utiliser cette foule-là, utiliser cette voie pour pouvoir atteindre leur objectif politique. Ça nous a causé d'énormes problèmes. Même sur le plan national d'abord, il y a beaucoup de partis politiques qui ont essayé de s'emparer du mouvement. Chacun a essayé d'envoyer ses pions pour pouvoir s'emparer du mouvement afin d'en faire une arme politique. Ça n'a pas marché. Et sur le plan africain ou même international, ça a existé. Je me rappelle en 2020, lors d'une manifestation, il y avait des gens qui sont venus de, c'est pas le Cameroun ou bien du Comore. Ils étaient là, hein? Ils étaient là pour la cause. On a manifesté ensemble. Ils ont été vus sur TV5, ils ont été vus partout. Et le lendemain de la manifestation, moi, quand je partais voir un ami dans un hôtel, j'ai surpris les mêmes personnes avec d'autres personnes. Est-ce que vous voyez? C'est comme s'ils voulaient utiliser cette manifestation-là pour être vus et être appelés par le président de leur pays ou bien avoir un poids politique. Il y a eu ça. Un deuxième exemple, une fois également, il y a un homme qui est en France qui se fait appeler panafricain. Voilà, il fait beaucoup de bouquins. Il fait beaucoup de bouquins inutiles. Il est contre tout le monde et il pense que c'est lui le plus grand panafricain. Nous, à l'époque, quand on organisait ici des manifestations pour sortir contre la politique française, si c'était un jeudi, le gars, il n'est pas au Malien. Le gars, il fait ses affiches. Il est en France. Il fait une affiche également pour dire qu'eux aussi, ils vont sortir le mardi. Et pourtant, il n'est pas au Mali. Il n'est pas malien. Nous sommes au Mali. Nous voulons sortir. Et lui, il prend une autre date pour saboter.
Et ce gars aussi, il est là-bas en France, il se dit panafricain. Et lui aussi, maintenant, vous les voyez souvent, il sort également, il veut taper sur nous, ainsi de suite. Il y a d'autres également. Il voyage d'ailleurs avec un passeport français. Voilà. Souvent, on le voit en train de provoquer des gens juste pour des histoires de communication. Il y a un autre également qui est en Allemagne, qui nous a demandé de l'inviter. Il veut venir au Mali, il veut venir pendant nos sorties autour là. Quand on n'a pas pu l'inviter, et lors de cette manifestation, il y avait Kémy Seba, il n'était pas content. Pourquoi vous avez invité Kémy? Pourquoi vous ne m'avez pas invité? Et dès lors, lui aussi, il s'est mis à nager contre courant. Vous voyez, il y a des gens comme ça. Et il y a le fameux sommet France-Afrique où Macron a préparé un excellent film. Des gens qui ont été bien choisis ici. Et ensuite, il y a eu des répétitions. On les a présentés comme des panafricains, on les a présentés comme le nouveau visage de la jeunesse africaine qui n'est pas d'accord avec la France, tant. Mais aujourd'hui, 90% de ces gens-là sont contre les panafricains aujourd'hui. Je connais d'ailleurs certains Maliens qui ont participé à ça, qui bénéficient d'immenses financements de la part de l'Union européenne, des États-Unis à travers leurs ONG. Voilà, parce que vous savez, le panafricanisme, depuis les premières heures, depuis avec Marcus Garvey et autres là, ils ont compris que c'est lorsqu'un groupe est là, lorsque les gens sont convaincus, c'est pas facile de pouvoir les abattre de l'extérieur. Il faut toujours créer soit la concurrence à l'intérieur ou bien infiltrer ce groupe-là afin de pouvoir faire exploser ce groupe-là de l'intérieur. Donc il y a ce phénomène-là qui existe. Vous savez, bon, ce n'est pas propre à l'Afrique seulement, un peu partout. Il y a l'opportunisme aussi. Il y a des gens qui voient que bon, aujourd'hui tout le monde parle du panafricanisme, donc à chaque fois qu'ils veulent sortir, ils vont se faire appeler panafricains. Ils ne savent même pas c'est quoi un panafricain. Hein? Comment est-ce que vous pouvez, quelqu'un peut s'appeler panafricain? Il n'est ni solidaire, il n'est ni solidaire des autres, il ne se bat pas pour l'unité, encore moins pour l'émancipation. C'est comme quand l'Union africaine aujourd'hui se fait appeler une organisation panafricaine. Et quand ils voient des gens se battre pour l'émancipation du peuple africain, ils font comme ça, soit ils essaient de vous freiner. D'ailleurs, tous les dirigeants de l'Est sont suspendus de l'Union africaine. Voilà. Ouais. Alors que le panafricanisme, les bases du panafricanisme, c'est quoi? C'est d'abord la solidarité, l'unité, solidarité, émancipation. Et vous excluez ceux qui se battent pour l'Afrique, vous n'êtes pas solidaires. Hein? Le nom Union africaine, ça n'a pas de sens. Est-ce que l'Afrique est unie aujourd'hui autour d'une idéologie, autour d'une cause? Non. Ça n'existe pas. À chaque fois, il faut que quand l'Union européenne se bat contre quelqu'un, l'Union africaine vient en renfort. Donc il y a ça. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'ils vont réussir? Je pense que c'est là où ils vont échouer. Parce que depuis longtemps, s'ils avaient compris que la lutte qui a commencé par les Marcus Garvey et autres là, hein, la lutte qui est passée par les Martin Luther King, qui est passée par les Kwame Nkrumah, les Modibo Keïta et autres là, plus de 100 ans, c'est quand on va jusqu'à Marcus Garvey, plus de 100 ans, ils essayent d'étouffer ça, ils essayent ils essaient de faire disparaître cette idéologie, ça ne disparaît pas. Et chaque génération, l'idéologie s'agrandit. Chaque génération, ça prend de l'ampleur. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, on ne peut pas empêcher cette lutte-là. Le fait qu'ils n'ont pas compris qu'il faut faire avec, collaborer ou être partenaire des Africains, le fait qu'ils n'ont pas compris ça, ils sont en train de contribuer à la réussite même du combat, quoi. Parce qu'à chaque fois qu'ils posent un acte, à chaque fois qu'ils font un pas contre nous, c'est des milliers de personnes qui vont rejoindre la cause. Et regarde aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Togo aujourd'hui. Togo n'est pas encore dans l'AES, mais l'opinion togolaise est favorable à l'AES. Et le fameux sondage de Jeune Afrique, dont je ne vais pas me baser parce que pour moi, Jeune Afrique n'est pas... Voilà, ils ne sont pas crédibles. Mais nous n'avons pas attendu Jeune Afrique pour dire ça à vous et nous. Hein? Même bien avant que Jeune Afrique dise ça, nous avons bel et bien dit ici que si vous prenez la population ivoirienne, la majorité de la population ivoirienne aspire à l'émancipation du peuple africain. D'ailleurs, ils ont été victimes récemment avant nous.
Hein? Bien sûr. Voilà, voilà. Ça leur a coûté 3000 morts. Voilà, même bien avant les 3000 morts, Babo a été pris par les Français. Avant ça, les manifestants ivoiriens ont été tués par des militaires français quand même. Oui. Hein? Et leurs avions cloués au sol. Voilà, donc la majorité de la population africaine aujourd'hui aspire à cette émancipation-là. Mais comme c'est eux qui distribuaient les bourses, c'est eux qui avaient le monopole sur beaucoup de choses, ils ont fabriqué une élite qui essaie encore de survivre, qui essaie d'exister malgré tout. Donc, avant que cette élite-là ne comprenne ou bien avant que cette élite-là ne disparaisse, peut-être ça peut être un peu compliqué, mais à un moment donné, d'ailleurs aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe chez eux, à un moment donné, ils n'auront même plus la force de venir nous déranger, nous déranger ici. Exactement. Ok, merci beaucoup. Aïwa, finalement, il y a la question qui est sur la table. Nous comprenons. Ceux qui sont derrière peut-être essaient de préparer psychologiquement l'opinion togolaise au cas où certaines choses pourront changer là-bas pour que les populations ne les mettent pas la pression de rejoindre les pays de l'AS. Nous comprenons un peu les dessous des trucs. Mais ça pose la question du panafricanisme. Drissa Mehmet il a donné quelques ébauches, mais c'est quoi finalement le panafricanisme? Si nous autres Africains, nous ne pouvons pas parler de la même voix contre les occupants, contre les colons. Et regardons, jetons un coup d'œil un peu autour de nous. Nous sommes, le monde, c'est un grand village interplanétaire grâce à l'Internet. Nous avons vu récemment des pays arabo-musulmans se réunir parce qu'ils voient maintenant que Benjamin Netanyahou devient leur ennemi. Donc face à l'ennemi commun, malgré leur divergence, il faut les taire, il faut faire maintenant face à cet ennemi. Nous avons constaté aussi qu'au niveau de l'Europe, il y a, je ne sais pas, une coalition de 26 volontaires, selon Emmanuel Macron, des pays européens qui se mettent ensemble autour de Zelensky, parce que pour eux, il ne doit pas avoir de guerre en Afrique, en Europe. Mais au même moment, donc, ils doivent combattre tous ensemble la Russie, Poutine, au même titre que les pays arabes aussi veulent faire de l'autre côté. Nous aussi en Afrique, nos adversaires sont connus, nos ennemis sont connus. Mais au moment où nous voulons les neutraliser, au moment où nous avons mis même dos au mur, l'ennemi principal, qui est surendetté, qui vient de changer 5 ministres, je ne sais pas, en 2 ans ou bien combien d'années, mais au même moment, on nous sort certains Africains, des grands théoriciens, pour essayer d'opposer, retourner l'opinion togolaise, retourner l'opinion de l'AS, créer des problèmes entre AS. Finalement, c'est quoi les panafricanistes? Je pense qu'il y a un aspect qu'il faut ajouter, c'est-à-dire quand nous retournons à la source, vous savez, à la base, c'est après que Marcus Garvey, quand il s'est levé, quand il a fait sa tournée, et quand il a vu que partout où il passe, les Noirs étaient traités de la même façon. Et il a également remarqué que ceux qui traitaient les Noirs de cette façon-là étaient également organisés. Donc il s'est dit, pour que les Noirs puissent s'émanciper, pour qu'ils puissent faire face à ces gens-là, il faut d'abord, si nous subissons tous la même chose, il va falloir que nous nous levons ensemble, nous donner la main, être solidaires entre nous et nous battre contre celui qui est en train de nous maltraiter. Est-ce que vous voyez? Donc, à la base, il y a cette solidarité et cette union qui est primordiale pour la réussite du combat. Raison pour laquelle l'ennemi aussi a compris, à chaque fois, il joue, il fait tout pour qu'il n'y ait pas d'unité, encore moins de solidarité. Ok, donc j'étais à ce niveau. Tous les autres peuples sont en train de s'organiser face à un ennemi commun. Les arabo-musulmans, on a vu ça. Les Européens, nous avons vu ça. Même les pays des BRICS, récemment, nous les avons vus en Chine. Vraiment en bon ordre contre Donald Trump. Mais nous autres Africains, ceux qui nous ont esclavagisés, ceux qui nous ont colonisés, ceux qui continuent avec le néocolonialisme, nous les connaissons. Ils sont en face de nous, ils sont presque à terre. Pourquoi ne pas les achever? Finalement, c'est quoi notre panafricanisme? Merci beaucoup. Je pense que mon frère... Mementa. Meta, c'est ça, non? Oui, Drissa Mementa. Voilà. Lorsque il a l'esprit d'expliquer, il va même jusqu'au bout. Ouais. Voilà, donc, je vous remercie pour ces questions. Vous savez, nous sommes dans un monde de prédation. Et les plus forts qui ont volé la force des Africains et qui se sont positionnés, aujourd'hui, sont en train de sortir. Avant, ils manipulaient indirectement.
Maintenant, ils sont en train de sortir directement parce qu'ils sont en position de faiblesse. Les sorciers en plein jour. Ils sont en position de faiblesse. Ils ne sont pas en position de force. Parce que quelqu'un qui est en position de force vient indirectement. Mais si vous voyez que la personne sort en plein jour, ça veut dire qu'il est déjà en position de faiblesse. Absolument. Je m'en vais dire encore quelque chose pour que les Africains comprennent. Vous savez, le panafricanisme. Nous, les panafricains, vous savez qu'on nous a menti sur tous les plans. On nous a menti sur tous les plans. Et ce mensonge n'a pas daté d'aujourd'hui. 500, 600 ans qu'on nous a menti. Alors, il y a une seule phrase, en tout cas selon moi, il y a une seule phrase qui m'a amené à, que ce soit mon niveau d'études, que ce soit mon niveau de la religion, dans les religions dans lesquelles nous avons eu à vivre. La seule phrase qui m'a amené à me révolter, d'abord à analyser et aller au-delà de la conscience, que j'appelle aujourd'hui la supraconscience. Il faut que les gens comprennent ça. Il faut aller au-delà de la conscience. Parce que la conscience, c'est un système que certaines personnes ont conçu. Et que lorsque tu maîtrises ça parfaitement, on dit que tu es conscient. Parce qu'il faut maîtriser et respecter. C'est comme aujourd'hui on parle des intellectuels. Un vrai intellectuel, c'est celui qui parle bien les langues de nos ennemis. Sans bien parler sa langue. Ouais. C'est un vrai intellectuel. Souvent, il dit même que bon, je ne maîtrise plus bien notre langue. Voilà. Donc, c'est de la même manière, ce qui m'a amené à aller au-delà de ma conscience, c'est quoi? L'Afrique est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que quoi? Le panafricanisme, c'est quelqu'un qui s'assoit et il se pose la question. Comment se fait-il que sur les 5 continents du monde, le continent africain est le continent, selon les conscients, les forts, les intellectuels, c'est le continent africain qui est mandaté à rester inerte, sans bouger, sans se développer. Pourquoi c'est nous? Nous n'avons pas la monnaie propre à nous. C'est nous n'avons pas l'éducation propre à nous. C'est nous n'arrivons pas à mener nos religions ou bien à pratiquer nos religions que nos ancêtres. Parce que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, ça veut dire que la première religion doit être la religion africaine. Elle est africaine. Voilà. Donc, quand nous prenons même le cadre de l'éducation, un être humain subit chaque fois des lavades de cerveau en Afrique. Et en conclusion, on se dit qu'il faut mourir pour aller au paradis, parce qu'il y a un paradis que ces gens nous ont préparé, des illusions. Donc, lorsque tu pars au-delà de tout ça, là, tu comprendras que les mêmes personnes qui ont dit hier que l'Afrique n'a pas d'espoir, il n'y a rien en Afrique, les mêmes personnes aujourd'hui sont en train de s'aimer la confusion dans la vie des panafricains. S'aimer la confusion dans la vie du peuple qui veut se libérer. Mais hier, vous avez dit que l'Afrique n'a pas d'espoir. Il n'y a rien à attendre en Afrique. Mais laissez ces Africains aussi. Ils disent que nous sommes des barbares même, que nous sommes des primitifs. Emmanuel Macron même a dit ça, que les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Au XXIe siècle. Sarkozy. Excusez-moi, Sarkozy. Sarkozy. Mais donc, le panafricanisme, on peut faire des définitions. C'est comme on parle de la philosophie. Chaque philosophe peut donner sa définition comme il veut. Mais ce qui est que les définitions là vont aller dans le même sens. C'est quoi? C'est récupérer ce qu'on nous a volé. Récupérer l'Afrique. Alors si c'est comme ça, on peut dire que le panafricanisme, c'est celui qui se bat pour l'intérêt général et non pour l'intérêt personnel. C'est ce que vous êtes en train de faire depuis la nuit des temps. C'est ce que ceux qui veulent vraiment, c'est ce que j'ai déjà dit, les Togolais là, qui écoutent leurs frères à l'extérieur, parce qu'il y a 2 sortes de panafricains. Il y a les panafricains de position et il y a les panafricains de base. Aujourd'hui, les panafricains de position, ce sont les panafricains que mon co-panéliste vient de dire. Ils sont financés, ils ont des moyens et ils font tout ce qu'ils veulent et ils sont les premiers à être les panafricains de l'ennemi. Quand ça les arrange. Je répète, quand ça les arrange. Donc, vous avez posé une question aussi que je ne vais pas passer sous silence sur la question. Est-ce que ce n'est pas le moment, le temps n'est pas arrivé pour les Togolais de faire la vraie lutte? Parce que quand le Burkina a commencé, vous savez, un faible ne peut pas combattre le fort avec son état de faiblesse.
il faut qu'on soit clair. Aujourd'hui, les Togolais, pendant on a fait des manifestations de 3 jours, de 2 jours successifs. Mais est-ce que nous avons choisi la vision pour laquelle nous sommes en train de manifester? C'est la première question. Quand le Burkina était dans les difficultés, parce que, en réalité, l'ONU, la CEDEAO ont décidé de sanctionner le Mali. Mais il fallait aller vers un partenaire sûr. Avant de pouvoir dire que tu vas combattre ton ennemi qui est plus fort que toi, sois sûr que celui qui est derrière toi aussi est fort. C'est pas compliqué. Donc, depuis ce temps, ces gens, je peux dire, ces manipulateurs, est-ce qu'ils donnent une orientation au peuple? Parce que les manifestations que les Togolais ont eu à faire, il y a eu des morts. Mais aujourd'hui, rester sur les plateaux et dire non, le Mali est en train de livrer des blogueurs ou bien des influenceurs au Togo. Mais quelle est l'orientation que vous donnez à votre population? Et surtout, qui vient de livrer ces jeunes Togolais à la mort? Non, et sans rien. Mais c'est ça le problème. Chaque fois, on dit aux Togolais, sortez, battez-vous contre le régime en place. Quand les Togolais vont sortir à l'intérieur, on va les massacrer. Et eux autres sont calés chez eux là-bas. Et on ne va jamais jusqu'au bout aussi. C'est ce que je dis. Surtout, j'aimerais ajouter quelque chose. D'accord. Il ne faut jamais arracher le pouvoir à quelqu'un si tu ne sais pas à qui tu vas donner ce pouvoir-là. Ben, je voulais même arriver là-bas. Voilà. Merci beaucoup. C'est ce que je disais quand je parlais de l'orientation. Non seulement il faut orienter le peuple. Vous voulez manifester, voici le programme de la manifestation. Voici la vision de la manifestation. Et après maintenant, soyez sûr que vous avez quelqu'un dessus que vous pouvez remplacer. Mais aujourd'hui, ça dit, on ne voit pas l'essentiel, mais c'est pour critiquer, accuser les autres qui ne peuvent pas s'ingérer dans vos affaires. Ça ne peut pas se passer comme ça. Donc, les Togolais sont très intelligents et je pense bien qu'ils savent pourquoi ils veulent un changement et ils savent ce qui les a poussés à aller vers ce changement. Je pense qu'ils ne vont pas écouter les gens qui donnent des versions sans précision. Lorsque tu donnes des versions, sois précis. Et si tu n'as pas de précision... Ils veulent le changement avec le président actuel ou sans le président actuel? Ah oui, là-bas, il faut comprendre que les Togolais veulent le changement. D'accord? Et quand pas du changement... Et nous, on ne va pas s'ingérer dans ça. Hein. Nous n'allons pas nous ingérer dans ça. Non, mais j'aimerais savoir, parce qu'il est Togolais, j'aimerais bien savoir ce que lui en pense. Nous respectons les peuples togolais, quel qu'en soit le combat qu'il va porter. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de détailler un point sombre. D'accord? Nous sommes en train de détailler un point sombre. Donc, effectivement, les Togolais savent, c'est ce que je viens de dire, qui ils veulent. D'accord? Qui ils ne veulent pas. Pourquoi et comment. Donc, ce n'est pas le thématique d'aujourd'hui, mais seulement arrêtons de distraire les Togolais. Oui, merci. Et vous aussi, oui. Vous ajoutez quelque chose? Non, en fait... Ici, les panafricanismes actuellement, oui, les défis du panafricanisme. Oui, défis. Bon, en fait, les panafricanistes, ils veulent que tous les Africains du monde se donnent la main pour l'émancipation, pour essayer d'avancer. Et c'est très bien, mais à la naissance... Quand on se donne la main, on a des amis, on a des ennemis. Oui, mais entre panafricains, c'est ça. Parce que même au départ du panafricanisme, tous les panafricains aussi ne s'entendaient pas. Ils ne s'entendaient pas tous, ils n'avaient pas tous les mêmes points de vue. Il y avait des divergences entre eux aussi. C'est ce qui nous avait fait échouer. Et voilà, ça fait partie de nos échecs. Parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui arrivent, évidemment, à entraîner certains dans d'autres directions. Et voilà, bon, maintenant, après... c'est à nous de nous battre. Nous sommes les peuples africains en fait, je peux même dire que c'est dans les gènes africaines, les gènes humaines, de ne pas vouloir continuer à être dominés permanemment. Et l'Afrique a compris, on est en train de se battre. L'AES, comme il le disait à l'instant, l'AES c'est comme un laboratoire, hein, et il y en a qui veulent faire coûte que coûte faire échouer ce laboratoire-là. Et voilà. En tout cas, moi j'encourage l'AES, j'encourage les autres peuples
qui ne sont pas forcés d'intégrer l'AES, mais dès l'instant qu'il y a la dynamique, il y a déjà... nous, on le sait. On sait qu'au Togo, on sait qu'au Bénin, on sait que dans tous les pays africains, on n'a pas besoin de nous le dire. On le sait, on le voit à travers les commentaires seulement sur les réseaux sociaux. Par exemple, quand c'est les médias français qui sont faits à destination d'Afrique, les médias français fabriqués pour l'Afrique, quand, par exemple, ils font des articles pour manquer de respect à l'AES, on voit des Togolais qui commentent, on voit des Béninois qui commentent, on voit des Sénégalais qui commentent, on voit des Ivoiriens qui commentent. Il suffit d'aller voir les commentaires seulement. C'était un soutien énorme que nous avons. En fait, c'est une dynamique dans laquelle l'Afrique est. Et l'Afrique, il faut qu'on puisse s'en sortir. Maintenant, pour finir, par rapport au Togo, en fait, moi, je suis convaincu. Je suis convaincu que si au Togo, si éventuellement les Togolais arrivaient, ceux qui revendiquent, s'ils arrivaient à avoir des routes, s'ils arrivaient à avoir des hôpitaux, l'éducation et tout ceci, moi je suis persuadé que ça va très bien se passer. J'ai des amis togolais qui sont journalistes là-bas, et souvent on discute un peu. Ils sont comme nous, ils ne demandent pas beaucoup de choses. Ils veulent avoir des routes, ils veulent avoir des équipements militaires. Cadre de vie, quoi. Voilà, c'est ça. Des équipements militaires. Et puis surtout, les Togolais, ils demandent, ceux avec lesquels moi j'ai discuté, ils veulent une lutte acharnée. Ils veulent que le président lutte de manière acharnée contre la corruption. Parce que dans nos pays, comme tout le monde le sait, souvent il y a la corruption. La lutte contre la corruption est extrêmement difficile. Et quand quelqu'un, par exemple, vient, il s'enrichit, après il s'en va, et on a comme un sentiment d'impunité. Ça, c'est des choses contre les Togolais, ils sont contre, ils ne veulent pas de cela. Et une fois que les choses se mettent en marche, ça va y aller. Moi, je suis convaincu, je fais partie des gens qui pensent que le dirigeant qui est là, généralement, nous, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est l'idéologie, là. C'est l'idéologie, c'est la vision que porte cette personne-là. Parce que, comme vous l'avez dit à l'instant, nos pays ont été gouvernés par des empereurs, par des rois, qui ont fait plusieurs générations. C'est pas ça. Et aujourd'hui, il y a d'autres modèles qui ont réussi. Il y a beaucoup de modèles qui ont réussi aujourd'hui. Il y a des pays, il y a des pays dans lesquels les populations ont quasiment tout. Ils sont à l'aise, ils vivent bien, tranquillement. Mais surtout, l'homme, de manière générale, ce dont il a besoin pour bien vivre, pour s'épanouir, s'il a ça, généralement, ça va, quoi. Et je souhaite le meilleur pour le peuple togolais. Merci. Et pour les peuples d'Afrique. Merci. On était presque arrivé au terme de cette émission, mais maintenant, je ne peux pas vous laisser partir sans vraiment lever l'ambiguïté sur une notion, parce que le Togo, faut-il craindre un scénario à la gabonaise? Bon, oui. Moi, si j'ai un truc à dire aux Togolais, c'est-à-dire je vais juste faire un partage d'expérience. À l'époque, en 2019, après que les Koro Ibu ont chauffé l'espace, quand on a créé le mouvement et tout, on nous disait laissez la France. Le problème, ce n'est pas la France. Le problème, c'est votre dirigeant. Ouais, le problème, c'est Ibeka. Nous, qu'est-ce que nous répondons à l'époque? Nous, on a dit, nous allons continuer de nous battre contre la politique française qui encourage la corruption, qui encourage les rébellions, qui encourage la division, au fait, qui maintient l'Afrique dans l'esclavage. Si le président, paix à son âme, Ibeka, comprend ça et qu'il s'arrange, c'est-à-dire et qu'il choisisse notre camp, il va être sauvé. Si jamais il se met sur notre dos, si jamais il choisit de soutenir l'autre camp, ou bien si jamais il ne nous laisse pas nous battre contre ça, un jour lui aussi il va tomber. Mais pour l'instant, le truc c'est quoi? Si c'était en 2019, nous avons un mouvement, nous avons une idéologie, nous voulons nous battre pour libérer le Mali afin que cette idéologie-là puisse atteindre l'Afrique. Si nous commençons à nous battre contre le pouvoir en place, l'idéologie va disparaître dans l'œuf. Ça ne va pas aller loin. Est-ce que vous comprenez? Nous allons d'abord continuer à nous battre contre cette politique-là. Et toutes les branches de cette politique-là vont se découvrir un jour. Que vous soyez président, que vous soyez ministre, ils vont se découvrir. Parce que tout de suite, tous ceux qui vivent du système, qu'ils soient président, qu'ils soient ministre, qu'ils soient opérateur, dès que tu vas commencer à t'attaquer au système, tu vas les trouver dedans. Tu vas les trouver plutôt devant toi. Alors, attaquons-nous au système.
Attaquons-nous au système. S'il fait partie du système, si Faure fait partie du système, une fois que le peuple togolais va s'attaquer au système, il va se découvrir. Il va se découvrir. S'il ne fait pas partie du système, ils vont savoir qui ne fait pas partie du système. Mais ce qu'il y a à craindre dans cette lutte-là, c'est quoi? Parce qu'à chaque fois que, si je me rappelle bien, c'était en 2022 ou 2023, la France a réuni des officiers africains, des officiers d'état-major. Ils étaient au nombre de 13 quelque chose comme ça. Et vous voyez. Et c'était pour leur parler, le coup d'état n'est pas bien, Mais c'était quoi? C'était de les préparer au cas où. Si un dirigeant était sur le point, ou bien si un dirigeant est sur le point de tomber, et que la France n'a pas la main sur les événements, c'est en ce moment-là que ces officiers-là vont rentrer dans la danse pour récupérer et ensuite revenir du côté de l'impérial. Donc il y a ce danger-là. Donc il faut faire énormément attention. Il faut faire énormément. Ça, voilà. C'est le scénario à la gabonaise. Voilà, il faut faire énormément attention à ça. Mais une chose est sûre, dès demain, je sais que le peuple togolais est en train de faire, mais dès demain, qu'ils vont mettre l'accent sur le combat contre le système, parce que quand c'est trop politique, quand c'est trop, il faut que Faure part, il faut qu'il ne part pas, ça va devenir des jeux d'intérêt, des jeux de politique, des jeux de positionnement. Vous allez voir, même le peuple, ça ne va pas trop parler. Mais dès que la lutte contre le système va être mise devant, en ce moment-là, nous aurons si fort il est pour ou contre le système. Et c'est en ce moment-là que le monde panafricain peut rentrer dans la danse. Parce que en ce moment, tout le monde sera découvert. Qui est qui, c'est connu. Qui est derrière qui, c'est connu. Qui veut quoi également, sera connu. C'est pourquoi j'avais posé la question. Est-ce qu'ils sont prêts à collaborer avec des partenaires comme la Russie, des partenaires comme l'Est? Parce que là, tout est flou. Bon, là-bas, je vais quand même, vraiment, vous avez fait de très belles analyses. Il faut comprendre qu'en réalité, s'il y avait une feuille de route de ces manifestants, ça, on devait essayer d'attaquer le système. Parce que nous savons très bien qu'aucun président en Afrique, en dehors des présidents panafricains, n'est venu par le peuple. Ils sont venus par la France. Et à partir du moment où on attaque le système directement, par exemple, je prends un exemple. Lorsque le peuple était sorti, surtout que ce soit les 3 jours ou bien tout le temps qu'ils ont fait les manifestations, bon, on ne sait pas qu'est-ce que le peuple réclamait effectivement. Ils ont dit le départ du président quand même. D'accord. Est-ce qu'on peut directement dire au président du parti sans donner des causes? Non, bah, ils disent la cause, c'est une dynastie au pouvoir, ça fait 58 ans. Voilà le problème. C'est la dynastie. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'en réalité, le système que nous voulons que le système libère nos présidents, est-ce qu'on attaque le système? Au Burkina, nous, on avait des banderoles. D'accord? Nous ne voulons pas l'armée française. Ouais, France dehors. Un Togolais au Burkina, en train de manifester. La France dehors. Après, on a continué les accords coloniaux. Ouais. Vous voyez déjà, c'est le système qu'on est en train C'est le système d'attaquer que vous avez comme ça. attaqué. Parce que quand il a expliqué, il fallait que j'appuie. Ces blogueurs. Mais pourquoi au Togo, vous ne mettez pas des banderoles France C'est ce que je viens de dégage? dire. Le problème est simple. Quels sont ceux qui organisent le peuple? Voilà ceux qui sont censés organiser correctement le peuple pour l'intérêt de la patrie sont en train de désorganiser. Oui, mais au Togo, il y avait un problème parce que, en fait, c'était des gens qui manifestaient mais qui ne voulaient pas avoir de dirigeants. On disait que c'est des manifestations qui n'avaient pas de visage parce qu'ils avaient peur. Parce que si tu as un visage, on te prend. Oui, et quand on te prend, voilà, je vous ça, réponds. Parce qu'en réalité, tu ne peux pas dire à fort de parti simplement. C'est pas facile. Mais c'est ce que je dis. Moi, je me suis inspiré. Non, là, je ne vous coupe pas. Le problème, ce n'est pas le départ de Faure. Mais c'est-à-dire, que faut-il faire après le départ de Faure? C'est-à-dire, qui après Faure? C'est ça le vrai débat. Si tu suivais bien ce que Mehmet a dit, c'est à partir de ce que vous mettez en avant. C'est-à dire, qu'est-ce que on va aller concrètement. Par exemple, c'était en 2000 combien là, quand Blaise partait. 2014. Vous avez vu, 2014, quand Blaise partait, tout le Burkina était dehors. Ouais. Les gens étaient engagés. Il était là. Ouais. Mais Blaise est parti. Il a encore fallu faire partir Kaboré et Damiba. Rockmark.
Orok et Damiba encore. C'est comme si Blaise est parti, mais à l'époque, le système n'était pas parti. Oui. Vous avez vu, le problème a perduré. C'est ça. En 90-91 au Mali, le peuple était dehors contre le système. Hein? Moussa Traoré est parti. Il a fallu 30 ans encore dans la souffrance pour que d'autres présidents aussi partent, détruire afin aujourd'hui qu'on arrive à ainsi de suite. Quoi. Donc, à chaque fois qu'il faut chasser un président, c'est la chose la plus facile. Quoi. D'ailleurs, l'impérialisme, il aime beaucoup ça. Donc, il va résumer tout le problème au président, au départ du président seulement. Que c'était le président. Voilà, c'était le président. Le président, soit c'était lui le problème, c'est lui seulement le problème. Et le président va partir, un autre va venir, il va continuer avec le même système. Il va faire pire même souvent. Voilà, et surtout, les gens vont être fatigués. Ils vont dire, bon, on est sorti, la lutte a été volée, tout et tout. Donc, raison pour laquelle, à chaque fois qu'il faut faire partir le président, il faut que le président parte avec le système. Comme on le dit, toute révolution qui n'a pas pour but de bouleverser l'ordre social établi n'est pas une révolution, c'est juste une réaction. Voilà. C'est clair. Faut-il craindre les scénarios à la gabonaise? Oui. Brice Oligui Nguema. Effectivement, il faut craindre les mêmes systèmes des mers. La France a toujours la main sur le pétrole, a toujours la main sur tout au Gabon. Ouais, sur le bois. Et les militaires français sont toujours présents au Gabon. C'est la même chose. Et comme il vient d'expliquer, vous savez, un système qui a tellement perduré, on ne peut pas déloger ce système-là un coup. C'est en Afrique, sinon le Népal vient de renverser ça. Mais c'est ce que je dis, c'est en Afrique. Parce que simplement, il faut comprendre, il a donné déjà des exemples ici. Aujourd'hui, nous craignons fort que si Faure quittait le pouvoir, c'est un panafricain qui doit venir. On craint très fort. Parce que ce n'est pas facile. C'est un système qui est bien préparé, bien ficelé. Mais quand même, le bouleversement, le changement, à la croisée des chemins, cela viendra tôt ou tard. Et le peuple est engagé pour ça. Pourquoi? Parce que simplement, soit ils vont s'aligner derrière le peuple pour combattre le système qui les a amenés au pouvoir, ou bien soit ils refusent de combattre le système et c'est le peuple qui va les combattre. Voici mon dernier mot. Et ça ne va pas échouer. Que ce soit un système à la gabonaise, ce qui est que... Ou bien à la IB. Soit c'est le Gabon, soit c'est le Burkina. Voilà. Moi, en tout cas, par rapport à ce que moi je pense par rapport à ça, de la manière dont moi je vois les choses, je ne dis pas qu'elles sont comme ça, mais de la lecture que j'ai faite, j'ai l'impression que Faure, aux yeux de la France, il est trop ami avec l'AES. Et quand on est trop ami avec l'AES, je crains effectivement le système à la gabonaise. Et voilà, c'est ce que je vois, parce que le rapprochement qu'il y a eu avec tout ce qu'il y a eu entre nous, d'ailleurs c'est pour cela qu'on sent que des fois au sein de la CEDEAO même, on sent qu'il y a des frictions. Voilà. Et donc du coup, la France, elle est capable de créer quelqu'un et pour maintenir le système, même s'ils arrivaient à faire partir le président actuel. Moi, personnellement, c'est vrai, je ne suis pas togolais, mais ce que moi j'aurais quand même aimé, ce serait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tout ce dont les Togolais peuvent avoir besoin, c'est ce dont nous aussi on a besoin ici au Mali. On a besoin de la santé, de l'éducation, d'être nous-mêmes, d'être souverains. Il faut qu'on soit vraiment souverain. La véritable souveraineté. Voilà. Les Togolais veulent aussi d'une rupture totale avec la France quand même. Oui, absolument. Si le président togolais pouvait effectivement faire cela, ça allait être très bien. Lutter acharnement contre la corruption, faire des routes, faire des trains, développer le transport, la santé et tout ceci. Et vraiment une véritable rupture, quoi. C'est-à-dire une vraie souveraineté. Une vraie souveraineté. S'il le faisait, je pense que ceux qui sont en colère, ils vont l'oublier. Et puis le Togo peut prendre un manche. Sinon, avec l'impérialisme derrière, ils sont capables de tout. Et ce qui vient, on ne sait jamais. Et c'est généralement pire. Oui, bon, ça fait 20 ans quand même, ou 58 ans qu'ils ont le pouvoir entre leurs mains. Je ne pense pas que le Togo voit ça de la même façon. Non, je pense qu'il y a ce qu'il faut également ajouter, de son côté également, il va falloir que... Bon, vous savez, c'est un président, on n'a pas la prétention de faire des conseils et tout, mais quand même, il va falloir qu'il comprenne qu'à un moment donné, il va falloir que... Choisir. Voilà, il choisit un camp. Est-ce que vous comprenez? Parce que la confusion ne peut pas
durer. Ne peut pas durer. Le peuple ne va pas accepter. Et d'ailleurs, ça va davantage mobiliser le peuple contre lui. Parce qu'il ne peut pas rester ami avec l'impérialisme et rester ami aussi avec le monde panafricain. À un moment donné, il faut clarifier. Vous savez, il y a quelque chose que je vais... Vous voulez dire que c'est mettre fin au comportement d'Erdogan ici, tout simplement? Bon, à un moment donné, quand même, il faut clarifier. Je vais essayer de mettre un peu la lumière. Vous savez, lorsque tu as 2 enfants... Bon, on arrive à la fin de l'émission. Hein. D'accord. Lorsque tu as 2 enfants, et chaque fois, au lieu de manger 3 fois par jour, les enfants la mangent seulement une seule fois. Souvent, chaque fois, tu leur dis que bon, nous sommes en plein jeûne, ou bien nous sommes en carême, ou bien souvent, bon, vraiment, je n'ai rien. Mais au même moment, les enfants la voient tes réalisations, que ce soit à la maison ou bien dehors. Vous êtes sûr que si ces enfants sont des enfants, quand ils vont grandir, est-ce qu'ils vont accepter ça? Non. Soit ils vont se révolter contre toi, qui est leur propre père. Et ça, c'est clair. Les Togolais sont moins de 10 millions d'habitants. Les Togolais connaissent les ressources naturelles que Dieu les a données. Les Togolais connaissent les ressources souterraines, d'accord, que Dieu les a données. Les Togolais connaissent le train de vie de leur gouvernement. Les Togolais connaissent aussi leur propre train, c'est-à-dire les citoyens togolais connaissent leur propre train de vie. Plus jamais rien ne restera comme ça. Donc, comme vous venez de dire, nous, les panafricains, nous appelons nos dirigeants. C'est nos parents, c'est nos papas. D'accord? Moi-même qui vous parle, je suis né voir Yadema. D'accord? Je suis né le trouver. Je l'appelle aussi mon papa. Mais la seule chose que nous leur demandons, c'est soit choisir le peuple, soit refuser de choisir le peuple, c'est-à-dire nier ou bien oublier le peuple, et ils vont trouver le peuple sur leur chemin. Ok, cette émission arrive à son terme. Et vous aussi, vous avez dit quelque chose? Non, merci. Non, mais c'est ça. Non, ce qu'il a dit, c'est ça. C'est à un moment donné, il faut faire le choix. Il faut faire le choix. Il faut clarifier sa position. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, il faut tout faire en fait pour créer certaines conditions. Parce que généralement, les peuples, c'est ça. Il y a des conditions qu'il faut créer pour que le peuple se sente bien. Si ces conditions, vous ne les créez pas, bah, ça ne va pas y aller. Hein. Voilà, et surtout que les gens savent que les pays sont riches. Donc, soit les ressources, ça profite au peuple, soit ça profite à quelqu'un qui est là. C'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. C'est pas compliqué. Voilà. J'ai dit que le peuple togolais, c'est comme les Maliens, les Burkinabés, les Africains savent que Dieu les a tout donné et ça dit sans l'Afrique, nous ne pourrons pas vivre. Donc pourquoi ne pas récupérer notre continent? Ok. Non, on va terminer. Il y a la fameuse expression de Norbert Zongo. Voilà, de Norbert Zongo. Il dit que bon, voilà, vous avez faim. Hein, vous demandez à manger. Bon, donc, s'il n'y a pas à manger, il faut juste savoir est-ce que c'est le cuisinier qui n'a pas préparé? Ou bien quelqu'un a mangé pour trop. Voilà ce que nous terminons avec ça. Nous prions pour le repos éternel d'ailleurs de Norbert Zongo. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. En tout cas, ce n'est pas une prétention de vouloir faire une leçon au peuple frère du Togo. Non, pas du tout. Là, nous étions avec des experts du Mali, du Togo. Il fallait analyser en profondeur. Hein. D'abord, et puis en sincérité, en toute sincérité. Oui, en toute sincérité. Et ça, c'est leur opinion. Nous respectons l'opinion de chacun d'entre eux. J'ai mon opinion là-dessus, mais là, je suis un modérateur. Je préfère me taire. Donc, nous vous remercions et nous espérons vous retrouver le mardi prochain avec sans doute les mêmes invités dans le même format, mais cette fois-ci pour un autre thème. Mais d'ici là, restez branchés sur African TV. D'autres programmes vont continuer. Merci bien. Portez-vous bien.